vous ne connaissez peut-être pas, pourtant Guillaume Bottadi s'est taillé une réputation dans le domaine de l'art. D'exposition en exposition, ce plasticien de 41 ans parcourt le monde et s'est fait un nom notamment au Japon, où une de ses fresques est tout simplement la plus grande toile existante sur l'île. Cette fois, notre homme s'installe en Bourgogne, où il vient de terminer une autre fresque, dans un lieu à la base pas spécialement destiné à l'art. Il s'agit de l'ESAT de Blanzy, établissement et service d'aide par le travail. Guillaume Bottadi, bonjour. Bonjour. Alors bien des artistes réservent leur travail au mur des galeries et des particuliers. Vous venez de travailler dans un centre à vocation sociale. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ESAT et ses missions et est-ce que c'est l'ESAT elle-même qui vous a contacté pour cette œuvre? Alors, c'est une commande du syndicat intercommunal vernois avec la participation de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne et l'agence régionale de santé et d'autres partenaires. Donc, c'est une initiative des acteurs locaux parce que on estime que donc les AT, c'est une résidence pour personnes handicapées, une maison de l'autonomie comme on l'appelle, et donc on estime que les personnes handicapées ont eux aussi droit à recevoir des œuvres d'art. J'ai réalisé près du centre-ville, à côté de la mairie, à Blanzy, donc une œuvre pour les habitants et intervenir sur un plafond dans cette résidence, c'est une façon de leur montrer qu'ils ont eux aussi droit aux mêmes attentions. Et donc dans cet établissement, ils apprennent à travailler différents métiers. C'est un lieu d'apprentissage. Non, c'est un lieu qui leur permet, c'est une structure qui leur permet d'être autonomes. Donc ils ont des travaux effectivement qui sont accessibles pour eux, et puis tout est mis en place pour qu'ils puissent vivre comme tout le monde avec une certaine autonomie. C'est la première fois que vous travaillez pour ce type de centre, ce type de lieu. Est-ce que vous avez déjà par le passé travaillé dans un lieu réservé au domaine social, aux missions sociales? Alors, habituellement, dans toutes mes interventions, j'essaye de toucher tout public, et notamment des personnes handicapées, d'un public intergénérationnel, des jeunes et des moins jeunes. Et c'est la première fois que je travaille avec des personnes handicapées, et c'est pour moi une expérience très riche, un vrai partage. Donc et effectivement la composition de mon intervention prend en compte le public qui va le recevoir. Et qu'est-ce que ça change de travailler dans un lieu social? Est-ce que vous adaptez votre créativité selon les lieux, selon le public qui évidemment s'y pressera? Oui, tout à fait. Il y a toujours des contingences. Donc, sur chacun de mes projets, j'ai réalisé une trentaine de projets dans le domaine public, et à chaque fois, j'ai carte blanche. Mais je prends en compte tout un tas de paramètres, et ici il s'agissait de s'adresser non pas aux personnes à l'extérieur de la résidence, mais vraiment de participer au bien-être des résidents. Donc d'intervenir, j'ai choisi d'intervenir sur l'espace collectif, l'espace qui leur permet de se réunir, qui est aussi le réfectoire et qui est aussi cet espace qui accueille les visiteurs. Alors vous avez dit vous avez eu carte blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez eu aucune consigne, vous avez complètement une liberté totale dans le sujet, dans la façon d'élaborer le sujet, sauf bien sûr à savoir que vous avez imposé le lieu, c'était donc un plafond. Non, alors on m'impose pas le plafond, on m'impose jamais rien, j'ai toujours carte blanche, et c'est un choix tout à fait personnel d'avoir choisi de réaliser un plafond. Malheureusement, autrefois on utilisait les artistes pour intervenir sur des demeures bourgeoises pour réaliser des plafonds, et aujourd'hui malheureusement pas du tout, on réalise pas de plafond, c'est très rare, ou pour des bâtiments plutôt prestigieux comme par exemple l'Opéra Garnier de Marc Chagall. Et
alors que c'est beaucoup plus facile de réaliser un plafond avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. Ce sont des panneaux de bois, donc ce sont des plaques qui sont amovibles et c'est très facile à mettre en place. Et puis, si le bâtiment a besoin d'être rénové un jour, l'œuvre peut être déposée et reposée, etc. Donc c'est vraiment, je préconise, c'est très intéressant. En tout cas, en termes de qualification d'un lieu, c'est très riche. Alors finalement, pour vous, ce qui est plus excitant en tant qu'artiste, c'est d'avoir une liberté totale. On sait que d'autres artistes aiment travailler dans la contrainte, avoir des contraintes à poser. Est-ce que c'est un exercice un jour qui vous tenterait et est-ce que vous trouvez que c'est plus simple ou plus difficile de travailler avec des contraintes? Alors les contraintes, elles existent toujours et elles sont données par une succession de raisons qui sont liées au bon sens. Le tissu, la structure, les zones de passage, l'architecture, le lieu et sa fonction, le public qu'il reçoit. Et ici, il s'agissait d'abord de réaliser une œuvre qui soit facile à entendre pour le public qu'il reçoit et qu'elle participe à cette convivialité qui est une volonté politique. Alors, je parlais plus des contraintes esthétiques imposées par celui qui commande, évidemment. Est-ce que là encore, pour des contraintes esthétiques, une personne qui vous demande tel type de sujet ou dans tel type de couleur, est-ce que ça c'est quelque chose que vous accepteriez de faire? Est-ce que ça a une part est-ce que ça peut vous exciter? Est-ce que ça peut exciter votre créativité? Oui, mais tout dépend de la volonté, des besoins et des nécessités qui s'imposent. Pour moi, il s'agit aussi d'abord, j'aimerais dire que ce plafond est une œuvre abstraite. Donc finalement, il n'y a pas de représentation, elle n'est pas dans cette fonction. Alors on y reviendra, on va d'abord faire une petite pause musicale, une première pause musicale. Vous avez choisi, vous nous avez emmené Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, on l'écoute, et on se retrouve juste après, vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce morceau en particulier. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, Barbara, et c'est réciproque, évidemment. Guillaume Mottazzi, alors pourquoi cette chanson? Quelle est la raison pour laquelle vous nous l'avez emmenée? Oui, Barbara aime son public, c'est très important, le public pour les artistes, et je partage complètement cette émotion. Et moi, ma plus belle histoire d'amour, c'est la peinture. Alors, revenons donc à votre travail, justement, c'est de la peinture, et c'est votre travail donc au service d'aide par le travail de Blanzy. Cette œuvre au plafond, est-ce qu'elle sert à un but particulier? Et plus généralement, pour vous, est-ce que l'art a une mission? Alors, cette œuvre, ce plafond peint, qui est quand même une œuvre monumentale de 90 mètres carrés, elle a plusieurs fonctions. Elle participe à l'amélioration du cadre de vie des résidents. Elle apporte de la convivialité, de la chaleur, de la hauteur, elle agrandit l'espace, et elle qualifie le lieu, etc. Elle permet aussi de donner un accès à la culture. C'est-à-dire que c'est important de montrer des œuvres, parce que plus on voit des œuvres, plus on est prêt à les recevoir. Et donc, il est très très important de présenter des œuvres, ce qui permet aux gens d'être capables d'aimer d'autres œuvres, d'aimer l'art, et parce que regarder une œuvre impose une élaboration mentale, et que finalement c'est aussi une éducation, et que cette sensibilité là est vraiment primordiale. Et puis le troisième aspect, c'est de construire des passerelles, de créer des passerelles auprès d'une structure qui n'offre pas de services dit directement avec les habitants, et donc qui participe finalement à rompre l'isolement que vivent les personnes handicapées. Alors, puisqu'on est en radio, difficile de montrer l'œuvre en question, hein, il va falloir nous la décrire pour les auditeurs. Alors, dites-nous à quoi ça ressemble, est-ce que c'est plutôt abstrait, plutôt figuratif, et tout ça? Alors, c'est une peinture abstraite.
C'est une peinture abstraite, les formes sont courbes, des formes plutôt arrondies, avec des jeux de couleurs assez chaudes, des teintes de rose, de rouge, opaques, et puis avec des formes qui sont donc peintes avec une succession de couches, des ombres et des lumières, des effets de transparence, de glacis qui permettent à la lumière de réfléchir plusieurs fois et donc qui donnent une douceur, une profondeur, puisque ça a été réalisé à l'huile, à la peinture. C'est une composition en fait qui a été conçue par rapport au public qu'il reçoit, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, elle est simple à entendre, ce sont des formes qui s'envolent en son centre. Donc voilà, c'est une peinture qui a aussi des effets de perspective. On dirait aussi par moment un peu une galaxie, hein, une sorte d'enchaînement de circulaire de comme des planètes. Alors ça c'est mon interprétation évidemment. Comment faut-il lire? Est-ce qu'il y a une façon de lire cette œuvre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut entendre derrière la simple apparence? Alors, comme vous le disiez vous-même, l'objectif, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est de l'art abstrait, c'est-à-dire que chacun élabore différemment l'œuvre et en fonction de son passé, de son histoire, de son vécu. Il n'y a pas d'objectivité dans notre regard. Le saviez-vous, quand on regarde un camion rouge, il n'est pas rouge. C'est-à-dire qu'on recrée ce qu'on voit. Il n'y a pas de permanence des couleurs. Il n'y a pas quand on sort d'un shopping pour aller dans la rue, si notre perception était simplement quelque chose de mécanique, on verrait tout en bleu. Et on corrige, on recorrige, on reconstruit ce qu'on voit en fonction de nos filtres, en fonction de notre histoire, en fonction de nos sentiments. Une œuvre, une personne, elle est vivante, elle se transforme en fonction des saisons, en fonction de notre histoire, en fonction de nos états d'âme, en fonction de nos émotions, et on la réinterprète, on la reconstruit infiniment. Alors, est-ce que pour vous c'était important que des collectivités, que des structures comme l'ARS, qui est donc l'Agence régionale de la santé, ou encore que la DRAC, qui est plus habituée à ce genre d'exercice, parce qu'elle est donc elle est la direction régionale des affaires culturelles, est-ce que c'est important que toutes ces structures s'impliquent et est-ce qu'elles ont toutes à s'impliquer dans le monde de l'art? Est-ce que ce mélange des genres finalement est une bonne chose pour la culture? C'est primordial et je remercie l'ouverture d'esprit de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne et de l'Agence régionale de santé des commanditaires, mais c'est primordial parce qu'il faut savoir aussi que c'est une première, c'est-à-dire que l'art contemporain ne pénètre jusqu'à présent pas ces structures pour des personnes handicapées et je vous assure qu'ils sont très enthousiastes de ce qui se passe en ce moment. Alors vous nous dites c'est rare, parce qu'on savait que dans les universités, l'art pénétrait, il y a les fameux 1% de budget consacré aux œuvres artistiques, mais dans le domaine social, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en France? Qui n'a jamais été fait, et je crois que c'est d'où du succès certainement, et l'utilisation beaucoup de gens en parlent à l'échelle nationale et je crois que c'est parce que effectivement c'est une expérience tout à fait réussie qui va sans doute porter ses fruits. Alors parlons un peu technique à présent. Comment s'y prend-on tout simplement pour peindre sur un plafond notamment, mais pas seulement, parce que vous peignez, et on y reviendra, sur des supports assez monumentaux, hein. Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous faites appel à des amis ou à des professionnels pour justement travailler, pour donner forme à votre idée, à votre concept de base? Alors j'ai une particularité, c'est que je réalise tous mes projets seul. C'est-à-dire que pour ce plafond, par exemple, j'ai réalisé donc un plafond, mais sur 130 panneaux de bois, enduits de colle animale et de plâtre fin, et ensuite avec à l'huile, peint à l'huile, avec une succession de couches transparentes. C'est très long, il faut attendre 15 jours entre chaque
couches pour qu'elles sèchent au minimum, et c'est la succession de ces couches qui donne la profondeur et la lumière aux formes. Donc ensuite elles sont bien sûr vernies, et j'ai quand même, ça demande beaucoup de manutention, ça demande beaucoup de temps, et un plafond, ça demande beaucoup de rigueur. Mais c'est très intéressant parce que c'est une technique qui était utilisée autrefois, qu'on utilisait depuis le XVIe siècle, et donc il y a une volonté de pérennité dans ce travail, qui utilise, dans une composition très contemporaine, mais qui utilise finalement des techniques très classiques. Alors, jamais d'accident sur un chantier, entre guillemets, j'appelle ça un chantier, évidemment, c'est peut-être pas le terme exact, mais sur un projet, ça vous est jamais arrivé d'avoir des problèmes, des incidents? Alors des problèmes, il y en a toujours. Dès qu'on on est actif, finalement, on est confronté à des obstacles, à des problèmes. Et je crois que ça fait partie de la vie. J'aime les challenges. J'aime réaliser des choses assez originales. Et donc c'est toujours compliqué à gérer, mais avec beaucoup de satisfaction. Eh bien, on va passer à une autre satisfaction en écoutant les Beatles. Vous avez amené Here Comes the Sun, pardon, désolé pour l'accent. On écoute ça et puis on se retrouve juste après pour quelques questions encore sur votre travail plus généralement et vos influences. À tout. Alors Guillaume Bottadi, cette chanson a pour vous une signification importante. Vous rappelle une étape dans votre parcours quand vous étiez au Japon. Oui, c'est un beau message. C'est un message d'espoir. Aube 2011, c'est une chanson qui a été choisie par le musée d'art Miyanomori, où j'ai réalisé donc une œuvre pérenne de 900 mètres carrés et une exposition personnelle dans l'enceinte du musée. Et donc c'était à la suite du tremblement de terre et du tsunami de mars 2011. La volonté de montrer à la fois aux Japonais, d'abord de délivrer un message d'espoir en me demandant d'intervenir, notamment, l'exposition était prévue avant, mais avec des couleurs très chaudes, très vivantes, très franches, contrairement à ce plafond réalisé en Bourgogne, où les couleurs sont beaucoup plus douces. Et puis aussi aux autres pays dans le monde pour leur montrer que le Japon renaît, il est pas mort, et que il y a des impulsions, des initiatives qui prennent forme, et donc cette chanson pour moi elle évoque ce moment. Alors, vous venez d'en parler encore, et c'est vrai que c'est une habitude dans votre parcours. Vous aimez peindre des œuvres monumentales, des fresques. D'où vient cette prédilection pour ce type de grand format, pour ce type de tableau? Eh bien, je vais vous le dire, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout. J'aime la peinture et j'ai l'habitude de voir les choses plutôt en grand. Et dans mes œuvres, il y a cette idée de mouvement, mais aussi elle induit l'observateur à se déplacer lui-même devant mes œuvres. Mes tableaux eux-mêmes sont relativement grands, et je crois que comme je réalise des peintures abstraites, peut-être avec des couleurs, j'ai besoin d'espace pour donner une énergie aux œuvres. Alors, quels sont quelques exemples d'autres œuvres comme ça qui sont un peu installées dans le milieu public, dans le dehors en fait, hors les murs comme on dit. Est-ce que vous avez peint dans d'autres villes en France ou ailleurs des choses comme ça qui est assez remarquables? Alors, j'ai réalisé une trentaine de projets sur des sites spécifiques,
pratiquement tous monumentaux. Je suis en train de réaliser en ce moment, en même temps que le plafond, plusieurs œuvres sous l'initiative du musée Mori à Tokyo, des œuvres qui vont habiller un gratte-ciel. Et oui, là c'est grand le gratte-ciel. Oui, c'est grand, mais ce sont des œuvres cette fois qui seront destinées à être présentées à l'intérieur. Et j'ai réalisé des œuvres, par exemple à Nice, d'une peinture de 200 mètres carrés, une peinture de 3000 mètres carrés à Béziers. Enfin bon, vraiment beaucoup d'interventions dans des régions et des contextes et des cultures très très variées, très différentes. Et c'est pour moi une expérience riche d'avoir la chance de m'adonner à une activité que j'aime et qui me donne beaucoup de satisfaction. Alors vous boudez pas pour autant les œuvres de petit format, vous le faites aussi. Quelles sont vos influences en termes artistiques? Alors je sais pas, je ne crois pas en la linéarité de l'histoire, aux influences. Je peux vous parler comme ça, pour point sur d'artistes que j'aime, que j'apprécie, notamment Sonia Delaunay, Francis Bacon. Il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie, mais vraiment j'aime la peinture italienne. J'adore Jakuju, qui est un artiste japonais du XVIIe siècle. J'adore Botticelli. En fait, ces artistes qui finalement ont décidé de ne pas véhiculer un message dans l'œuvre, comme on l'utilisait d'ailleurs depuis l'Antiquité grecque, mais la forme devient secondaire. Non, pour moi, la forme est un langage en soi. Elle véhicule différentes significations. Elle est polysémie, elle est vivante. Et donc, j'aime ces artistes qui préconisent cette idée que finalement, c'est une façon de renier, de renouer, pardon, avec l'idée des beaux-arts. Vous savez que depuis le 19e siècle, les beaux-arts, le terme beaux-arts a été transformé en art plastique. Il y a une plasticité, mais on n'est plus dans des questions esthétiques. Et par exemple, à l'ESAT, l'art, qu'est-ce qu'ils m'ont dit les résidents? C'est beau, c'est joli, c'est coloré, etc. Donc il y a une volonté esthétique affirmer, assumer dans ma démarche, d'utiliser la forme comme langage et qui véhicule elle-même différentes significations. Vous allez un peu contre cette tendance de l'art contemporain à aller toujours vers un concept plutôt entre guillemets philosophique. C'est pas tellement votre démarche. C'est-à-dire que c'est l'art contemporain et l'art d'autrefois. C'est pas très contemporain, et encore, vous savez, l'histoire est compliquée parce que il y a des tendances, il y a des mouvements qui sont contradictoires en même temps. C'est pas très simple, mais effectivement, il y a des puristes qui peuvent plutôt nouer avec cette idée que l'œuvre, la forme est secondaire et que finalement une œuvre, si on l'entend pas, c'est qu'on l'a pas compris. Le problème, c'est que une fois qu'on l'a entendu et qu'on a compris le concept, l'œuvre devient transparente, c'est-à-dire transparente pas parce qu'on la voit, parce qu'on voit ses organes, mais transparente tout simplement parce qu'elle meurt, parce qu'on l'a compris, parce qu'il n'y a plus rien à dire, alors qu'une œuvre comme un Botticelli qu'on a oublié au XVIe siècle et qui revit au XXe siècle parce qu'il y a énormément de gens qui adorent cet artiste, qu'on peut d'ailleurs trouver au musée du Louvre à droite de la victoire de l'escalier de la victoire de Samothrace. Eh bien, ce sont des artistes qui transcendent les civilisations et les cultures. Pour moi, l'art est un langage universel.
en fait, les formes pour vous et les couleurs donnent donnent lieu à des sensations, et c'est ces sensations-là qui sont pour vous les plus importantes. Source d'information, l'art est une source d'information. Oui, les sens, ressentir, mais aussi ce qui est important pour moi dans une œuvre, c'est d'amener des informations, c'est-à-dire que finalement, quand on regarde une œuvre à travers on passe devant une œuvre, vous savez que l'œuvre crée une activité cérébrale de fait. Donc elle participe à notre évolution, elle participe à nos connaissances en soi, et donc je suis tout à fait partisan de cette initiative. Alors à chaque artiste ses méthodes, à chaque artiste ses inspirations. Comment vous y prenez-vous particulièrement quand vous attaquez un nouveau projet? Alors, en fait, ça dépend des projets, c'est-à-dire que c'est à chaque fois différent. Il y a des problématiques, des contextes, des volontés qui varient, et j'ai pas du tout de système, de processus. Il n'y a pas de protocole particulier. Pas du tout. Donc ça va dépendre. Et je vais gérer différemment en fonction des situations. On arrive au terme de cette émission. Guillaume Bottazzi, le travail de Blanzy effectué, quel sera votre prochain projet et est-ce que ça sera en Bourgogne? Non, le prochain projet donc c'est à Tokyo. Et donc les tableaux sont en train d'être donc c'est cette fois des huiles sur toile, et les tableaux sont prêts, en train de sécher et bientôt envoyés pour qu'ils soient ensuite présentés dans leur contexte. Et Guillaume Bottazzi, merci d'être venu parler sur les ondes de Radio Shalom Dijon de votre travail. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Bonne journée.